messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Une grève pointe à l'horizon dans le secteur bancaire guinéen. Elle est censée débuter lundi prochain. La FESABAG exige la satisfaction de sa plateforme revendicative et du coup, une campagne de sensibilisation est en cours par l'association des usagers de banque. Et puis 14 pays africains dont la Guinée se concertent sur la gestion rationnelle des déchets solides. Les travaux ont démarré ce mardi à Conakry. Il est question d'élaborer des stratégies efficaces d'intervention pour ces États. Enfin, page santé, nous parlons de l'asthme, cette maladie inflammatoire chronique qui se manifeste par des difficultés respiratoires. Décryptage des propos des spécialistes à venir dans cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, FESABAG, menace de déclencher une grève à partir de la semaine prochaine et pour cause, elle demande entre autres la satisfaction de sa plateforme revendicative. Pour 2013, soucieuse de cette situation, l'association guinéenne des usagers des banques a entrepris une tournée dans les institutions bancaires de la place. Objectif, attirer leur attention sur les désagréments que cette grève pourra causer aux clients. Les dans ce reportage de Fanta Conté. Dans un courrier adressé au président de l'association professionnelle des banques le 4 avril dernier, la FESABAG menace d'aller en grève. Une décision qui fait suite selon le courrier à l'attitude de l'APB pendant les négociations branche biannuelles 2013 ainsi que la non-satisfaction de la plateforme revendicative de la FESABAG. C'est pour attirer l'attention des patrons des banques sur les désagréments que peut causer cette grève sur les clients que la GUB est en campagne d'information dans les institutions bancaire de la place. Une occasion pour cette structure d'expliquer la mission de la GUB, celle d'informer et de défendre les intérêts des clients des banques. Nous avions dit que le client aussi a droit à l'accès aux biens et services, c'est-à-dire pendant la grève, il faut instaurer un service minimum. Et écoutez un peu, voyez-vous, un client qui peut faire des affaires de plus de 20 à 30 millions par jour, qu'il se trouve qui sera empêché de faire des versements durant 3 à 4 jours, l'impact que cela peut faire, et sans compter l'insécurité que cela peut engendrer autour de lui, ou que un client qui veut faire un décaissement tout simplement, et il a un cas de malade, il doit effectuer un voyage et d'autres détails, donc on s'est dit il est important d'instaurer un service minimum si en tout cas il devrait avoir grève. Je pense très prochainement la GUB doit adresser un courrier plutôt à la FESABAG. Satisfait de cette démarche, le directeur général d'Ecobank, qui constitue la deuxième étape de cette tournée, a rassuré la GUB de sa disponibilité à respecter les droits des clients. Le droit de grève, c'est un droit acquis, reconnu par tout le monde. Mais nous faisons tout possible. Nous essayons de mener les discussions et les dialogues jusqu'au bout pour qu'on puisse éviter justement d'en arriver là. Mais si d'aventure, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Malheureusement, si la grève devrait avoir lieu, on essaye aussi de maintenir au sein de la banque un service minimum. Mais pour ce faire, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des volontaires désignés qui accepteront effectivement de venir servir nos clients. Nous-mêmes, en tant que dirigeants, bien évidemment, nous sommes là. Si aucun accord n'est trouvé dans un bref délai entre la FESABAG et l'APB, c'est tout le secteur des banques, assurances et microfinances de Guinée qui risque d'être paralysé, et ce, aux grandes dames des clients des banques. Je vous le disais en titre, l'atelier sous-régional de la formation sur la réduction des risques et les opportunités d'affaires en matière de gestion des déchets solides municipaux se tient en ce moment à Conakry. Les travaux vont durer 4 jours. Une rencontre qui va permettre aux participants venus des 14 pays de la sous-région ouest africaine de se pencher sur la question des déchets solides, un problème de société dont la gestion rationnelle préoccupe de nombreux pays, comme rendu et la Jomar Barré. Le but de ce projet est d'inciter les pays participants à une synergie d'action pour faire face au poids de l'insalubrité. L'idée est surtout de les amener au respect de la Convention de Stockholm, y compris les mesures de réduction des polluants organiques persistants. La rencontre va aussi améliorer leur capacité générale en matière de gestion saine des produits chimiques. C'est un projet conjoint entre l'UNODI, le Fonds de l'environnement mondial, et la commission de la CEDEAO. Notre objectif principal, c'est le renforcement des capacités dans la région pour former des experts et aussi pour
coordonné avec les points focaux de la Convention de Stockholm sur la mise en œuvre et l'élimination des produits organiques persistants, comment améliorer la gestion des déchets municipaux et des déchets dangereux dans les pays de la région. Nous espérons que les participants repartent avec des connaissances consolidées, avec des capacités renforcées pour pouvoir aller prendre en compte le travail qui doit se faire dans les pays. Cet atelier sous-régional regroupe 14 pays africains, un cadre de partage d'expériences sur l'importance d'une bonne gestion des déchets pour réduire les menaces des produits chimiques. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du travail qui se mène au niveau de la commission de la CEDEAO avec les États membres, dans le cadre de ce que nous appelons élaboration d'un programme stratégique sous-régional pour la gestion des produits chimiques et déchets dangereux. Donc les déchets qu'on incinère, que vous incinérez chez vous, que moi j'incinère chez moi, que chacun de nous le fait chez soi, peut atteindre chez les autres. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de voir au niveau sous-régional, parce que la Guinée est aussi pays bénéficiaire comme les 14 autres pays, pour avoir un appui de l'ONUDI et du PUE pour gérer rationnellement les polluants organiques persistants. Les connaissances des participants sont actualisées et consolidées relativement aux méthodes et techniques internationalement reconnues en matière de réduction des risques liés à la gestion des déchets solides municipaux et des déchets issus d'activités de soins incluant notamment les méthodes de contrôle de la pollution. 2013 n'a pas dérogé à la règle. La Guinée a bénéficié encore cette année de 100 ans de date. C'est un don du Royaume de l'Arabie Saoudite à l'endroit du peuple de Guinée. La remise a eu lieu ce mardi entre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée et le ministre de la Coopération internationale ainsi que d'autres membres du gouvernement. Reportage Ibrahima Soriari Yansane. 100 ans de date pour la République de Guinée, c'est un don du Royaume d'Arabie Saoudite. Il est destiné aux populations démunies de Conakry et de l'intérieur du pays. Il s'agit de témoigner les bonnes relations de coopération et d'amitié entre Conakry et Riyad. La cérémonie de remise a eu lieu au port conteneur entre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée, le ministre de la Coopération internationale et d'autres membres du gouvernement. Une cérémonie qui a précédé au protocole de signature de remise du dit don au département de la coopération internationale. Don de 100 tonnes de dette offertes par le gouvernement de supporter de 200 mosquées, le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud. Ce geste contribue au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre peuple saoudien et guinéen sous le guide de nos deux dirigeants, le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud et le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Cette aide alimentaire, qui n'est pas la première du genre, constitue un prolongement de toutes les interventions antérieures faites par le Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions en faveur de la République de Guinée. Je voudrais donc saisir cette occasion qui m'est ainsi offerte pour exprimer au nom du gouvernement et du peuple de Guinée notre profonde gratitude. Dr Moustapha Koutoubou Sanou a ainsi sollicité auprès du diplomate saoudien de l'aide de son pays pour permettre à la Guinée de lutter contre la pauvreté en vue de promouvoir son développement économique et social. C'est pourquoi il a rassuré les donateurs que ce don arrivera aux ayants droit, c'est-à-dire les populations, mais surtout les plus pauvres. Dans l'actualité, l'ONG Cercle de réflexion et d'action poursuit sa campagne de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de Conakry, une campagne qui porte la nécessité de préserver les installations électroniques de l'EDG après qu'Aloum les caravaniers étaient ce mardi dans la commune de Ratoma. Aminata Djounti-Diallo. S'investir pour que cessent les coupures intempestives de courant et surtout s'impliquer pour que l'obscurité dans laquelle certains quartiers et villes sont plongés depuis des années soit un lointain souvenir est le souci qui anime l'ONG Cercle de réflexion et d'action pour une transition énergétique apaisée. L'objectif est de sensibiliser sur la nécessité d'accélérer la transition du thermique vers les énergies renouvelables à l'image des autres pays du monde. Une démarche initiée par les autorités de la Troisième République dans la politique d'électrification des villes et villages. Aujourd'hui,
Aidons EDG à réussir ce challenge qui est d'électrifier le pays tout entier et de vendre le courant au reste du monde. Pendant près de 50 ans, le secteur de l'énergie a connu un laisser-aller. Nous devons patienter parce qu'on n'a jamais eu le courant. Avoir le courant pour 2 ans, pour 6 mois, ce n'est pas ça avoir le courant. Mais nous devons avoir une capacité de production qui peut servir tout le pays entier, mais qui va servir les unités industrielles. C'est en cela qu'on pourra dire enfin la Guinée est électrifiée. À Ratoma ce mardi, la caravane de sensibilisation de l'ONG Cercle de réflexion et d'action pour une transition énergétique apaisée et réussie a conféré avec les autorités communales et les chefs du quartier. Des principaux concernés ont bénéficié d'un guide contenant les défis et les perspectives de l'EDG pour mieux informer. Je sollicite à ce qu'on aide le professeur Alpha Condé. Donc je suis prête, la commune de Ratoma, au nom de ma délégation spéciale, à l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il fait, c'est pour nous la jeunesse, les femmes. Nous sommes la relève de demain. Je lance seulement un appel aux jeunes pour qu'ils soient patients, pour qu'ils attendent. L'État est en train de fournir beaucoup d'efforts pour la transition énergétique en République de Guinée. Parce que, quelle que soit la volonté manifeste d'un combattant, si tu n'es pas suffisamment armé, tu ne pourras pas mener le combat à bon escient. Cette campagne est la deuxième étape après Kalom d'une série de sensibilisations dans les 5 communes de Conakry. Sur un autre plan coup dur pour les nombreux clients du train Conakry Express, le train sera momentanément arrêté. L'annonce a été faite par le ministre délégué au transport ce mardi au cours d'un point de presse. La raison, les travaux sur la voie ferrée Russal-CBK. Ahmed Tidiane Traoré, ministre délégué au transport, au micro de Saran Kamara. Le train va s'arrêter suite à une défectuosité des rails de OBK. Vous auriez dû constater, vous avez appris la semaine dernière que le train OBK a déraillé, a mis en cause quelques 17 wagons. Ça, c'est heureusement de la bauxite. C'est ainsi que donc, les experts chinois ont attiré notre attention sur la défectuosité de certaines parties du rail. Le PK6, le PK26 et le PK vers 36. En ces endroits, il y a quelques défectuosités des rails. Donc, le partenaire chinois a attiré notre attention. Par mesure de prudence, donc, nous avons arrêté le train pour quelques moments, tout juste le temps de l'entretien. Cela vaut mieux entretenir le train maintenant que d'attendre que le pire se passe et que Dieu nous en garde. Des propos recueillis par Saran Kamara, Médecins sans frontières, a conféré ce mardi avec les hommes de médias à la Maison commune des journalistes. Il était question pour cette association humanitaire de présenter l'organisation, ses objectifs et les perspectives en 2013. Malik Chakité. Créé le 20 décembre 1911 par des médecins et des journalistes, Médecins sans frontières est une association humanitaire privée à but non lucratif. En Guinée, depuis 1987, cette association humanitaire est déjà intervenue dans plusieurs cas de santé. Début mars, Conakry a vécu des périodes de violence. Nous avons été auprès des structures sanitaires pour les appuyer en termes de matériel médical, car c'était là le besoin, afin de faciliter ces structures pour la prise en charge médicale. Aujourd'hui, face à l'épidémie de méningite sur Siguiri, nous avons envoyé une équipe médicale, du matériel, des médicaments pour travailler en collaboration et auprès des agents du ministère de la Santé pour la prise en charge médicale des patients. Les interventions de Médecins sans frontières sont gratuites pour la population. C'est-à-dire que tout le matériel, tous les médicaments, tous les soins auprès de la population sont gratuits pour cette même population. Tout en se réjouissant des actions menées sur le territoire guinéen, Médecins sans frontières a encore de nombreux projets à son actif. Les perspectives, on poursuit le projet de prévention et de prise en charge du paludisme dans la préfecture de Guékédou. On est en phase de désengagement sur la partie santé maternelle et infantile dans la commune de Matam. En revanche, le projet d'MSF Belgique, Médecins sans frontières Belgique,
sur le VIH-Sida dans la ville de Conakry. On est en train d'évaluer un certain nombre de situations pour l'ouverture potentielle de nouveaux projets. Médecins sans frontières apporte une assistance médicale humanitaire d'urgence à des populations victimes de violences ou de conflits armés, d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou d'exclusion de soins. Cette assistance est apportée sans discrimination ethnique, politique, religieuse ou économique. Et puis poursuite des assemblées générales des caisses Yété Mali de Guinée. Récemment, les dirigeants de la caisse de Gbessia ont fait l'état des lieux tout en projetant des perspectives pour 2013, comme rendu Oussena Diallo. La traditionnelle assemblée générale des caisses populaires d'épargne et de crédit Yété Mali se poursuit. Le week-end dernier, c'était celle de l'agence de Gbessia. Dans son rapport d'activité, le président du comité de crédit a fait le bilan annuel des prêts tout en soulevant quelques difficultés rencontrées. Retenez qu'au cours de cet exercice, le comité de crédit a effectué 43 rencontres, au cours desquelles il a octroyé 312 prêts pour une valeur de 1,633,950,000 francs guinéens. Du côté du comité de crédit, qui est une section qui s'occupe du contrôle de la gestion de la caisse, son président dresse le tableau de l'année écoulée. Notre comité a réalisé 3 réunions de travail et 2 réunions conjointes avec les autres organes, pendant lesquelles nous avons effectivement mené un contrôle strict. Selon les membres de cette agence, Yété Mali Gbessia, la caisse a enregistré une performance appréciable au niveau de ses indicateurs au cours de l'année 2012. Des progrès qui doivent se poursuivre selon le gérant. Pour cela, il a demandé à tous de redoubler d'efforts. Ces résultats positifs enregistrés pendant l'exercice écoulé ne vont pas sans défi. Au contraire, ils stimulent notre volonté de poursuivre l'ambition de faire notre caisse une institution crédible au service du développement à travers la promotion de l'épargne et l'accès au crédit. Créée le 11 novembre 1999 avec une dizaine de membres, l'agence de Gbessia compte à la date du 31 décembre 2012 3136 membres. L'asthme, une maladie inflammatoire chronique des bronches et qui provoque une gêne respiratoire. L'exposition à la poussière ou à d'autres saletés peut être la cause de cette maladie. Elle se manifeste par des difficultés respiratoires qui interviennent souvent la nuit. Pour plus de précision, notre rédaction a rencontré un spécialiste des maladies pulmonaires. Reportage Marie Sheila Fofana. L'asthme, une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste par une gêne respiratoire. La crise d'asthme intervient souvent la nuit. Plusieurs facteurs contribuent au développement de cette maladie chez un individu. Il faut distinguer 2 grands groupes. L'asthme extrinsèque, qu'on appelle encore l'asthme allergique. Là, c'est un rapport avec la sensibilité de l'individu à certaines substances qu'on appelle les allergènes. Le deuxième type d'asthme qu'on appelle l'asthme intrinsèque, là aussi ça peut être favorisé par les facteurs environnementaux. L'asthme est particulièrement fréquent dans certaines familles. Les manifestations de l'asthme sont diverses. Selon les médecins spécialistes, dans plus de 80% des cas, cette maladie se manifeste par des difficultés respiratoires survenant subitement chez l'individu apparemment sain. Cette crise s'intensifie progressivement dès après son installation et elle évolue en 2 phases. Il y a une phase sèche et une phase humide. Donc au cours de la phase sèche, le malade est très dyspnéique. On peut entendre des sibilants, des sifflements de la poitrine à distance. Après, suit ce qu'on appelle la phase humide. Cette phase est caractérisée par des quintes de toux et une expectoration abondante. Le traitement de l'asthme est fonction de l'intensité de la crise. Il y a des classifications selon la gravité, selon les facteurs déclenchants. Selon les facteurs déclenchants, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'asthme déclenché par l'effort, qu'on appelle l'asthme d'effort. Il y a l'asthme au froid. Selon la gravité, on peut avoir l'asthme intermittent, il y a l'asthme bénin, l'asthme modéré et l'asthme sévère.
Selon le professeur Lansana Madi Kamara, l'asthme est classifié selon des critères. Dans les crises qui ne sont pas vraiment très sévères, on utilise les médicaments qui agissent sur le muscle, ce qu'on appelle les bronchodilatateurs. Le deuxième groupe de médicaments, c'est les anti-inflammatoires. Et les seuls anti-inflammatoires qui peuvent être actifs, ce sont les corticoïdes. Et compte tenu des effets secondaires de ces deux groupes de médicaments qu'on utilise, la voie privilégiée, c'est la voie inhalée, c'est-à-dire la pompe. La prévention étant la meilleure stratégie pour le bien-être sanitaire, la crise d'asthme peut être évitée par la non-exposition du système respiratoire aux toxiques de l'environnement, toujours arroser avant de balayer, bien aérer les habitations et le suivi permanent des malades par un spécialiste. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'attention, excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous.